vit en France. Donc la France, donc, sa devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Et soi-disant, elle est connue pour un pays où les droits de l'homme, c'est un pays, c'est le pays qui a créé les droits de l'homme. Et que pour les droits et les devoirs et des citoyens. Et qu'ils partent de la base qu'on est tous égaux, chacun. On a les mêmes droits, les mêmes devoirs. Mais en fin de compte, en réalité, cette devise pour moi, elle n'est pas du tout respectée. On est des talents gâchés. Il y a moyen de faire quelque chose, mais voilà. Faut en tirer profit des petits jeunes comme nous là. Il n'y a pas de modèle de réussite à avoir. Chacun a sa propre identité à construire. Nous sommes tous différents, mais à la fois tous égaux. Donc la différence, je pense, elle est dans cette construction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, j'ai pas d'espoir. Personnellement, j'ai pas d'espoir. Est-ce que ça a été dur pour toi de trouver un stage? Oui, c'est toujours difficile, surtout pour nous, ceux qui sont originaires d'autres pays, quoi. Dans le cursus scolaire, on me demande de faire un stage de 2 semaines en tant qu'ouvrier dans la première année. J'ai fait plusieurs démarches auprès des entreprises. J'ai commencé au mois de janvier, sachant que mon bac, je l'ai passé en juin. J'ai commencé au mois de janvier pour chercher un BTS. J'ai fait, je peux le montrer, ils sont chez moi. J'ai fait, on va dire, 150 CV et lettres de motivation. Et les CV, lettres de motivation, c'était réalisé par une professionnelle qui m'a aidé. Et donc j'ai fait un très bon CV, un très bon lettre de motivation. Et sur les 150 CV, j'ai eu 150 refus. Dans ma classe, réponse favorable, même défavorable, mais une réponse quand même. Et moi, aucune réponse. Aucune réponse de la part d'entreprise. Et donc j'ai dû me déplacer auprès des entreprises, enfin d'une entreprise. La secrétaire m'a reçu, m'a dit que le directeur n'était pas là et qu'il pourrait me contacter pour discuter de ce que je voulais faire. Comment ça s'est passé? Je me suis déplacé. Et c'est toujours, de toute façon, quand on se déplace, que c'est là que... Ça bug. Oui, ça bug. Le directeur a reçu ma lettre de candidature, donc il l'a lu et il m'a contacté. Donc après quoi, on en a discuté au niveau de mon parcours scolaire, de mon parcours professionnel. Donc la suite de quoi, donc il a pu accepter ma demande de stage. Des copains à moi qui avaient des capacités inférieures à moi. Et là, aujourd'hui, ils sont tous acceptés en BTS. Et moi, du coup, j'ai dû aller en lycée privé. Donc je paye 2000 € les 2 ans. Et c'est le seul moyen que j'ai pu faire pour trouver un BTS. Donc t'as fait un peu le forcing, quoi. Donc j'étais obligé de me déplacer pour faire ce stage. Tandis que d'autres n'ont pas eu cette occasion, ou bien la chance pas la chance, mais la malchance, on va dire, de se déplacer pour demander un stage. J'allais dans un magasin, on m'a dit non directement. Et j'ai des amis qui sont allés juste après, des amis, des Français. Je sais que je suis français aussi, mais peut-être que moi, sur ma tête, ça se voit pas, mais eux, ça se voit un peu plus. Et eux, ils ont été pris directement, alors que moi, la veille, si je me souviens bien, la veille ou 2 jours avant, on m'avait dit non. Je suis allé et ils m'ont pas accepté. Vraiment, ils m'ont dit ouais, ils m'ont pas accepté. Et un Français, il est allé, il l'a accepté. Ils l'ont pris. Et t'as ressenti quoi, toi? Je crois que j'avais la haine. Et tu peux prouver qu'il voulait pas de toi parce que t'es noir? Non, tu peux pas le prouver, ça. Non, je peux pas le prouver. Donc t'as pas de raison d'avoir la haine? Bah si. Pourquoi parce qu'il a pris l'autre personne et moi il m'a pas pris. Ça, il y a... Et dans la classe, on est 30. Dans les 30, il y a 6 étrangers. Sur les 30, les 24, les autres, c'est des Français. Enfin, entre guillemets, Français. Ouais. Et les Français, ils ont tous trouvé un stage. Et quand par hasard, nous, il restait les 6.
Et la prof elle-même, elle nous disait écoutez, franchement, je vous dis sérieusement, parce que la prof, c'est pas une raciste, elle me dit franchement, je vous dis tout de suite, elle nous a pris à part. Elle nous a dit voilà, parce que vous êtes au courant que voilà, qu'il y a de la discrimination, des inégalités, donc pour vous, ça va être très difficile. Donc il faudra en faire encore plus de démarches, plus de relances. Ma prof, elle m'a convoquée, elle m'a dit non, mais en gros, sois sérieuse parce que t'es noire et franchement, t'arriveras pas à trouver un stage en banque ou à l'assurance, à moins que tu ailles à la capitale, sur Paris. Peut-être là-bas, c'est un peu plus tolérable. Donc j'ai laissé tomber, j'ai cherché un stage. On m'a pris en fait dans un stage et là, je faisais pas. J'avais en fait, pour un stage, on a des objectifs, on doit faire des missions. Et ces missions-là, je les faisais pas parce qu'elles me faisaient faire la mise en rayon et le ménage dans le magasin. Et donc voilà. Et quand j'ai voulu me révolter, et elle m'a viré du stage. Donc en deuxième année, j'avais plus de stage et j'ai failli arrêter mon BTS. Même mon prof, parce que j'avais un prof de chimie, il m'a fait comprendre que Blaise, ici en France, que personne ne va te prendre en stage. En stage ni en chimie, parce que j'ai cherché des stages. Même à la piscine, ils m'ont fait comprendre qu'on ne peut pas vous prendre au stage, tout ça, et ainsi de suite. Mon prof, il m'a dit quoi? Il m'a dit vas-y, va au Canada. On est en France, il me dit bon d'aller au Canada pour aller faire mon stage, continuer mes études là-bas. Il y en a 3 qui n'ont pas toujours trouvé de stage. Et moi là, cette semaine, je suis déjà en stage. Moi, comme j'ai de la chance, le soir, je fais un travail étudiant. Et puis j'ai parlé à la directrice, elle m'a pris en stage. Donc j'ai pensé à ça. Donc moi, si j'arrête pas une relation que la directrice m'aurait pris, je serais dans le même cas de mes amis aujourd'hui. J'aurais pas trouvé stage. Pas trouvé stage, tu peux pas passer le BTS. Tu es obligé de passer stage. Donc, renvoyer. Et là, donc mon copain, s'il trouve pas un stage d'ici la fin du mois, ça fait qu'il a fait 6 mois de BTS pour rien. Il va se faire renvoyer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé de stage. Ma prof principale, qui était une prof d'espagnol, a plus ou moins voulu m'orienter vers un BEP. Donc moi, c'était pas trop mon choix. Moi, je voulais plus faire une seconde générale. Sur les 12 profs, aucun prof voulait faire seconde générale. Il nous donne le papier, voilà, il y a une place en plomberie, une place en maçonnerie, une place à MSMA, lycée de Gaudi-Brasca, la dernière chance. J'ai été obligé avec mes parents de prendre un rendez-vous auprès du proviseur du collège à l'époque pour essayer de défendre ma cause et de lui dire, de lui expliquer que j'avais vraiment envie d'y aller et tout ça, et que je pensais que j'y étais capable et tout. Et j'ai dit non, j'ai dit déjà mes parents ils décident même pas mon avenir à moi. Donc j'ai dit moi c'est pas vous que vous avez décidé mon avenir. Moi j'ai dit non. La feuille d'orientation, tout ça, j'ai pas signé. Ils m'ont dit ils m'ont pris des rendez-vous concernant l'orientation, j'ai pas été. Ils m'ont dit d'aller visiter les lycées technologiques, j'ai pas été. Je fais moi soit c'est seconde général ou soit c'est rien, j'arrête les cours. Et que là, j'ai mon petit frère qui était en 3e l'année dernière et il s'est retrouvé exactement dans la même situation que moi, avec la même prof, dans le même collège, etc. Et cette prof-là n'a pas voulu encore une fois et a convoqué mes parents elle-même pour leur expliquer avec le proviseur tout ça que c'était mieux pour lui, tout ça, alors que lui il se sentait très bien, il se sentait capable d'y aller. Mais ce qui est un petit peu bizarre aussi, c'est qu'en fait il y a eu une réunion parents-professeurs avec mon petit frère. Mes parents n'ont pas pu y aller pour X raisons, n'ont pas pu y aller. Et c'est moi qui ai été au collège avec mon petit frère. Et à cette réunion parents-prof, je suis tombé sur cette prof d'espagnol, là, cette prof principale. Et elle m'a dit ouais, qu'est-ce que tu fais, etc. Je lui dis que ouais, je suis en fac de psychologie, tout ça. J'ai eu mon bac l'année dernière avec mention et tout. Elle était agréablement surprise quand même, faut dire la vérité. Elle était quand même surprise dans le bon sens. Et pour juste en revenir à mon petit frère, que lui aussi, là, maintenant, il est en seconde générale. Là, on est à peu près au milieu de l'année, il s'en sort très bien, voilà. Donc, Ton année de seconde, comment elle s'est passée? Seconde, ils avaient un peu... C'était dur, parce que je suis parti d'un collège ZEP, où le niveau, c'est pas le niveau n'était pas le même. Et puis en seconde, mais bon, après, je me suis battu. Certes, j'ai redoublé, mais quand j'ai redoublé, j'ai fait une très bonne seconde, et je suis passé à l'aise en première. Et pour moi, j'avais réussi, donc voilà. Moi, je dirais que j'ai eu cette petite force de caractère de dire non à cette prof et de m'opposer à cette décision. Mais ce que je trouve dommage, c'est que j'ai des amis à l'époque qui étaient dans la même classe que moi et qui, eux, n'ont pas eu, je sais pas comment je pourrais appeler ça, cette force d'opposition, mais qui ont été
orienter malgré eux vers un BEP ou voir. Je dis pas que les BEP c'est pas bien ou les CAP c'est pas bien, mais. Et là-bas, les gens, en fait, ils me rejetaient, que les élèves, ils me rejetaient l'image que t'es pas chez toi ici. Et ils me le disaient, oh, mais lui, t'as rentré, tu vois, t'as rien à faire ici, toi, t'as rien à faire dans notre école, quoi. T'as rien à faire là où nous on est. Ou ça peut fonctionner dans l'autre sens. Hein. Je me souviens avoir présenté un exposé sur Lamartine à la fac, aller glaner ma note à la fin de l'exposé, et on m'a dit, l'enseignante m'a dit, je vous ai mis 16, parce que c'est avec des gens comme vous qu'on se dit qu'on a réussi le pari de l'intégration. C'est-à-dire que même une fois qu'on avait franchi les obstacles, on me recollait, certains me recollaient toujours un petit dossard du bon petit rebeu qui était sur les bancs de l'université, qui avait des diplômes, qui réussissait, etc. Très franchement, la grande majorité des enseignants aujourd'hui font leur boulot de façon exceptionnelle et sont pleinement engagés. Mais en même temps, ça a beaucoup changé. La société d'aujourd'hui, elle n'est pas la société d'il y a 30 ans. Il faut que les enseignants s'investissent pleinement à nos côtés, aux côtés de tous les partenaires, pour d'abord dire que leur rôle, il n'est pas de gérer tous les problèmes, parce que ce n'est pas le cas des enseignants, mais aussi qu'on puisse redonner à l'école toute sa place comme un facteur d'ascenseur social et d'égalité. Je crois qu'on doit travailler là-dessus. Et après, quand on a fini l'école, l'emploi, est-ce qu'il va être là? C'est ça le problème. Moi, je pose des questions, je me dis d'accord, je vais faire un bac plus 2, bac plus 3. Oh, je suis content, ça y est, je suis un bac plus 2, plus 3, j'ai fait des études et tout. Après, si j'ai pas d'emploi, ou si j'ai un emploi, je touche 1000 euros, ou j'ai un CDD, à chaque fois, c'est des 3 mois, 3 mois. Donc je me dis, je me suis pris la tête pour rien. Tout de petit, je vais à l'école, alors que je sais que plus tard, j'aurai pas de travail. C'est ça le pire. On a plus de mal que les autres à rentrer dans des écoles et à trouver du travail. J'ai un bac commercial, j'ai fait une demande pour être commercial et j'ai été refusé alors qu'il y avait des postes vacants. J'avais tout le niveau, j'ai eu le niveau pour pouvoir être pris à ce poste-là, mais j'ai été pris en tant que déménageur alors que j'ai un niveau d'études comparé aux gens qui travaillent là-haut supérieur à eux, quoi. Pour toi, comment ça se fait que tu trouves pas de travail? Déjà, il n'y a pas de permis. Voilà, ça commence de là. Permis, on peut pas se permettre d'aller chercher du travail. Il faut aller chercher du travail, il faut aller en bus. Après, si on trouve une mission, il faut se déplacer. Tu l'as eu ton permis, toi? Non, on me l'a enlevé direct, moi, mon frère. Comment t'as fait pour enlever ton permis? Comment ils ont fait pour t'enlever ton permis? Comment ils ont fait? Comment ça s'est passé? J'ai commis des infractions. C'est quoi comme infraction? Ouais, feu rouge, écraser une vieille, tu vois. Prendre des sens interdits. Comment, tu vois? C'est moi qui l'a cherché, quoi. Voilà, donc c'est normal. Normal. Mais bon, donc là, dès que je vais le récupérer, je vais faire les choses bien. D'accord. À partir de maintenant, t'as compris, quoi. Bah ouais, j'ai compris. T'as servi de leçon. Bah ouais. C'est dur parce qu'on donne tout ce qu'on a, on se débrouille, on pousse les choses et on n'arrive pas à avancer. Il n'y a jamais pas de résultat. Pas de résultat. On a des objectifs mais on n'arrive pas à les atteindre. Parce qu'à chaque fois, on nous ferme la porte. T'es pas considéré si tu viens d'une cité. Genre, si moi je viens d'une cité, je vais déposer un CV, je serai pas considéré. Or qu'il aurait été plus logique de dire, ouais voilà, tu viens d'un quartier, mais c'est pas grave, tu vois. Ton collègue Papis, il vient d'un quartier. Au départ, il est mal parti, il a fait un BEP, puis il a fini avec un master en communication, sans me vanter, tu vois. Sans me dire, ouais, c'est bien, t'es un modèle de réussite. Loin de là, tu vois. Je me présente, je vais à l'entretien. Bien habillé, tout ça, je parle bien, et du coup il me dit ok, ça marche. La personne suivante elle passe, franchement, elle fait même pas un quart de ce que je fais. Bah, il me dit bah écoute monsieur, ça va être défavorable à prendre parce que là, soi-disant le mec il est blond, yeux bleus et qui passe bien. Et puis, voilà. Donc toi il faut que tu t'ailles en blond. Voilà, je mets en blond et les yeux bleus et après peut-être j'aurai une chance. Et je m'appelle Christophe. J'ai postulé pour faire, il n'y a pas longtemps de ça, hein, je te parle de ça, il y a 1 mois et demi. Il y a un nouveau magazine, Super Tendance, ils cherchaient un responsable de com. Et j'ai été avec toutes mes bonnes intentions, avec mon ouverture d'esprit. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit non, tes références, elles sont trop urbaines, ça va pas coller. Il y a plein de cas comme moi. Il y en a beaucoup. Surtout dans notre secteur à nous, il y en a énormément. Les gens, ils ont bac plus... Il y a un ami à moi, il a bac plus 5. Il se retrouve à faire les livreurs dans une pizzeria.
Alors qu'ils cherchent. T'aimerais faire quoi comme métier? Métier, moi je demande pas beaucoup. Hein. Moi, je veux juste un petit métier qui me ramène 1300 €, 1400 €. Et voilà. D'accord. Je suis preneur pour tout. J'ai mon diplôme j'ai mon, comment ça s'appelle, permis cariste. En plus, il a le BAFA, mon pote, wesh. J'ai le BAFA. Il a le BAFA, comment ça se fait qu'il peut pas? J'ai une formation, j'ai une reconnaissance INFREP de vente et j'arrive pas à trouver de chauffe. Et toi, quand tu te présentes, ils te disent quoi? On vous rappelle cramé. C'est bon. On me dit bitch, faut repasser ou. Pour l'instant, il n'y a rien du tout, faut repasser. C'est pas normal de prendre des gens qui n'ont pas fait des études, mais qui ont un nom qui passe, comparé à d'autres personnes qui ont des études, mais le nom il passe pas. Quoi. Je vois beaucoup d'amis qui chargent le travail, ça fait 2-3 ans, mais ils sont toujours à la même place, quoi. Toujours au quartier en train de galérer. Tu rentres le soir, à chaque fois que tu rentres le soir des cours, tu les vois. Et c'est les mecs qui sont pas motivés ou ça vient de quoi? Si, je pense qu'ils sont motivés, mais à un moment ils sont motivés, et après, quand ils reçoivent toujours des réponses négatives, bah, ils commencent à être déçus, quoi. Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? De chauffe, du travail. Vous n'arrivez pas à trouver? Non. Quand tu vas à l'intérim, il y a bitch. Tu vas tous les jours, tu demandes du travail. Sinon, ils nous donnent quoi? Du boulot, tu vois, des boulots. Comme les mecs qui sont en Thaïlande, tu vois, de l'exploitage. Tu vois, à la chaîne. Voilà, ça. Il y a 4000 cartons et tu as 2 heures pour le vider. 3 mois, 4 mois, ça marche. C'est bon, on peut le faire ça 1 ou 2, 3 fois dans le mois. Mais ouais, toute l'année où ils te demandent l'embauche. Nous, ça nous intéresse pas d'être embauché. Mon but, c'est d'ouvrir un cabinet par la suite. Mais je sais que ça va être difficile, parce qu'avec le nom, ça va être difficile. Les gens vont peut-être pas vouloir venir chez une personne qui a un nom maghrébin, quoi. Alors moi, ça me touche, parce que j'ai envie de réussir pour montrer qu'on peut réussir. On n'est pas, même si on a un nom maghrébin, on peut réussir quand même. On a un prénom et on ne peut pas le changer. Et si c'est à cause de ça qu'on nous discrimine, qu'on nous dit que c'est pas possible de faire un stage de 2 semaines, en plus qui est nous rémunéré, je veux dire que c'est malheureux. Donc je préfère me mettre dans l'hypothèse de me dire que c'est mon CV qui ne correspond pas, c'est pas mon nom, pour ne pas en vouloir aux entreprises qui n'ont pas répondu, quoi. Nous, vous trouvez juste un petit boulot là, histoire de se lever à 8h, rentrer chez nous à 5h. On ne monte pas la lune, un petit boulot. Voilà, histoire de faire galérer, faire passer le temps, la journée comme tout le monde, et rentrer chez nous, dormir, passer crème. J'étais petit, à chaque fois, il disait sale noir, et aux autres aussi. Il y a quelqu'un qui venait de France et il m'a dit j'aime pas les personnes d'Afrique ou d'origine africaine. Et est-ce que ça t'a fait mal ça? Ouais, ça t'a blessé? Est-ce que toi tu considères qu'il est pareil que toi? Vous êtes égaux? Je pense qu'elle est plus différente que moi parce qu'elle fait plus mal aux gens. Pourquoi ils se sont moqués de toi à ton avis? Parce que je suis noire et ils aiment pas le noir peut-être. T'es Renoir. T'es un arabe. T'es comme ça. T'as les cheveux frisés, c'est comme ça, tu vois. Des trucs que tu peux pas changer. Bah, l'humiliation à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment grave et tu sais, je le saute à personne. Les professeurs, des fois, ils me regardent bizarrement. Contrairement aux autres français. Genre, tu vois, ils regardent de haut en bas, ils regardent bizarre, ça y est. Mais c'est par rapport à quoi? Par rapport au code de la banlieue? Non, par même rapport pas, aux juste origines? ils doivent marcher, t'as vu, ils te voient un noir, un arabe, ils regardent. Ils ont peur? Ouais, ils ont peur. Genre, tu passes à côté d'une voiture du vieil, la vieille, elle va fermer la voiture, t'as vu. Ça, c'est souvent ça. Quand tu coupes des gamins de tout ce qui est le loisir, c'est très très compliqué. Moi, ça fait un bouton que je sors plus en boîte parce que ça m'intéresse plus et que j'ai passé un cap, etc. Mais quand tu sais que quand t'es jeune et que tu pars avec des potes et que tout le monde rentre, toi tu rentres pas, moi j'ai des souvenirs on a fait la tournée des boîtes avec des copains, on a fait une tournée des boîtes à Paris, on a dû faire 19 boîtes en une soirée et on s'est fait virer de toutes les boîtes. C'est déjà arrivé de te faire virer de boîte? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que tu ressens quand le vidéo? Bah, s'il y a du monde autour de toi, t'as honte, grave. T'as super honte, tu te dis putain, pourquoi je suis. Tu te dis limite, tu te dis pourquoi je suis comme ça, quoi. Pourquoi je suis pas comme eux, comme ça je rentrerai, je vais m'amuser. S'il y a personne autour de toi, tu sais, tu pars, tu prends ça limite en rigolant. Mais s'il y a du monde autour de toi, c'est là où les effets sont dévastateurs parce que tu te remets en question, tu te dis putain. Tu voudrais quelqu'un d'autre? Bah, limite, tu penses ça, quoi. Limite, tu penses ça, tu vois.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as pas accès à certaines choses. Et quelque part, le ressentiment, même si on savait qu'au bout de la 4e, c'est bon, on savait qu'on allait se faire virer de partout, à un moment donné, tu te dis, j'ai pas la tête qu'il faut, j'ai pas ma place. Tu sens que tu n'as pas ta place. Alors après, il y a des jeunes qui sont assez forts pour comprendre et relativiser, mais il y en a qui ne relativisent pas. Donc qu'est-ce qu'ils se disent? Ils restent sur le quartier, ils essayent de faire leur buzz tout seuls, et voilà quoi. Après, ça donne ce que ça donne. Après, ils se plaignent après on est pris pour des délinquants et tout. Si on n'a pas de chance, on ne nous donne pas de chance d'aller faire à l'école, sortir comme on veut librement. Essayer de réussir sa vie quoi. On va se servir, on peut pas. Quand je suis arrivé, j'étais un peu... Enfin, j'avais regretté un peu de venir en France parce que je ne croyais pas qu'on pouvait habiter en France à des habitats pareils. Je ne croyais pas qu'ils vivaient à 15 dans la chambre. Le droit au logement, c'est un droit pour tous. Pourquoi les jeunes de cité, ceux qui sont tout jeunes, ils ont envie de se marier, ils trouvent un logement au bout de 2 ans, alors que le fils de Jean-Richard, il trouve son appart dès qu'il a fait les membres en fait. C'est sûr, il y a une différence de traitement. Et je pense qu'il faudrait remédier à ça. Donc on était nombreux à rechercher des logements, mais on ne trouvait pas. Moi, pendant 2 ans, j'ai déposé tous mes dossiers dans toutes les agences, dans tous les lieux où on pouvait demander des logements. C'est négatif. Pourquoi tous ces droits-là, je les citais, non c'est quoi, c'est ton nom? Non, c'est pas mon nom, je sais pas. Nous, on veut une baraque comme tout le monde. On veut un jardin. Voilà, il y en a qui sont gratis, mais il y en a qui sont pas gratis. Un logement F3, bien cadré, voilà, on paye ça. Moi, j'ai des bulletins de salaire, ça fait 15 ans que j'ai travaillé. J'amène, je dépose, finalement, c'est déjà pris. Mais quand on tourne 2 jours, 3 jours après, on retrouve la même publicité. Ce qui est étonnant, on a trouvé que il y a des gens rejetés en France. Tous les banlieues de France où on habite tous, particulièrement, il n'y a que des personnes étrangères. Il n'y a pas beaucoup de mixité quoi. Voilà, on est tous regroupés dans des banlieues où défavorisés, les logements ils sont insalubres, tout. Et puis après, on est scolarisé dans des collèges GEP. Je me suis engagé dans l'association Peul. On a fait des projets, des conférences sur la socialisation des étrangers en France et l'intégration. Donc on sentait qu'on n'était pas intégré. Quand j'étais gamin, on était la seule d'origine maghrébine. Il y avait des Espagnols, des Portugais, des Français. Donc il y avait de la mixité, on vivait bien, etc. Nous, je me rappelle que dans la cage d'escalier, on parlait français, etc. Maintenant, quand tu mets que des étrangers dans la cage d'escalier, t'étonnes pas qu'ils parlent étranger. Si tu parles étranger, tu risques pas de t'intégrer dans la France. Tu vois ce que je veux dire? On t'explique qu'être dans une cité avec que des gens qui te ressemblent, c'est pas bien, parce que c'est du communautarisme. Mais toi, tu l'as pas voulu, tu l'as pas cherché. Toi, tu es là parce qu'on t'a mis là, tu vois. Nous, c'est dans un quartier de merde qui pue la merde. On voit toujours les mêmes gueules. C'est normal, on se prend la tête entre nous, là. On en a marre de voir les mêmes gueules. Mais là, ils vont faire des travaux dans le quartier, là. Tu vas être bien après. Mais quels travaux, wesh? Arrête de travaux, wesh. Allez, moi, les travaux. Ils nous ont... Combien de temps ils devaient faire les travaux? Depuis quand? Depuis combien de temps, wesh? Dis-nous, depuis combien de temps ils devaient faire les travaux? Hein? Un paquet de temps. Les Schmitt. Tous les jours, ils nous contrôlent. Tous les jours, ils nous fouillent. Tous les jours, ils nous mettent des amendes. C'est vrai. Et voilà quoi, c'est la merde. Pourquoi ils vous contrôlent tous les jours? Pourquoi ils nous contrôlent tous les jours? Toi, ils te contrôlent pas, toi, Zarma? Arrête de faire le mec, Zarma, là, wesh. Fais pas le mec, wesh. Tu dis, pourquoi ils nous contrôlent comme ça? Ils contrôlent tout le monde, tous les Arabes et les Noirs, ils les contrôlent. Tous les gens qui passent dans leur... tu vois, ils sont propres, ils les laissent. Et ça peut arriver, même déjà aussi avec la police. Je veux dire, ils vont dire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu me regardes, sale noir, ou des trucs comme ça, quoi. D'accord, directement. Ouais. D'accord. Une fois, j'étais avec des copains
J'étais dans mon quartier et j'ai eu un problème avec la police et des grands du quartier. Je suis venu voir et ils m'ont insulté de voyou, ils m'ont dit ouais, t'as rien à faire ici, dégage. Et après, moi, j'ai baissé la tête, je suis parti. D'accord. Qu'est-ce que tu as ressenti quand j'étais humilié? Les problèmes étaient qu'un jour, ils sont venus, mon petit frère sortait de la salle des sports. Il sortait du sport. Mon petit frère, il faut savoir qu'il est handicapé. Et en venant au quartier, il y a des policiers, ils sont venus déjà, je vais commencer, des policiers venaient au quartier déjà pour faire chier les gamins du quartier. Ça déjà, il faut le mettre bien le poser, comme ça les gens comprennent bien. Ils ont trouvé des gamins ici, et ils commencent à insulter des gamins. Et après, ils commencent à courser les gamins. Et mon petit frère, il sortait des salles de sport. Et en revenant au quartier, ils l'ont vu et ils commencent à les courser aussi. Comme lui, il est un peu gaillard, il est un peu bibs, il est un peu grand, comme ça. Ils l'ont vu et ils ont dit, ah bah lui aussi, il fait partie du clan. Bah, il commence à les courser. Et lui, il a vu ça, bah, il commence à courir lui aussi. Il a couru. Après, ils ont fait quoi? Ils l'ont coursé, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis par terre et ils commencent à le taper. Ils l'ont tapé, ils l'ont cassé des côtes. Ils ont fait une fracture crânienne. Et les gamins sont venus chez moi en pleurant, tout ça, là-haut, ils sont en train de taper ton petit frère, tout ça, ainsi de suite. Et moi, quand j'ai entendu ça, bah, je suis sorti dehors pour voir qu'est-ce qui se passait. Et je suis sorti dehors et j'étais vachement énervé. Et après, on tape mon petit frère, j'étais énervé. Je sors dehors et je vois ça, je vois les policiers, ils embarquent mon petit frère. Ils l'amènent carrément en garde à vue. Et en plus, leur orgueilleux, déjà, on a reçu quelque chose. Et moi, ça m'a touché. Et j'ai couru pieds nus jusqu'au commissariat de police. J'ai couru jusqu'à là-bas. En arrivant là-bas, et j'arrive là-bas, je dis, mon petit frère, il est ici, et il faut les relâcher, tout ça là. Après, les policiers là-bas, ils m'ont fait comprendre que, tac, déjà calme-toi, déjà, tac, mais il y en a, et ici, tu fermes ta gueule. Tu as le droit de rien dire, tu fermes ta gueule. Ton petit frère, il a fait une bêtise, et il est en garde à vue, là, et ça m'a encore. Ça m'a monté à la tête, quoi. Ça m'a monté à la tête, ça fait que je commence à tout casser là-bas en commissariat. J'ai tout cassé. Ma mère, elle est venue là-bas avec un ami ici. Elle est venue au commissariat pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, quoi, en gros. Qu'est-ce qu'ils foutent là, mes enfants, tout ça là. Ils ont regardé ma mère. Ils ont dit, ah, bah, vos enfants, ils ont foutu le bordel, tout ça, et ainsi de suite. Ils ont raconté tous les bombardements, comme si c'était nous qui avions commencé les problèmes, tout ça, ainsi de suite. Et ma mère a commencé à avoir des crises de panique, quoi. Des crises de panique, ça fait qu'elle est tombée par terre. Elle est tombée, elle s'est évanouie. Et les policiers, ce qu'ils ont fait, les pires, ils l'ont regardé en rigolant. Ils étaient en train de rigoler, ils rigolaient sur ma mère par terre. Elle était par terre, ils étaient en train de rigoler sur elle. Et l'ami, au lieu que ce soit eux qui aident ma mère, en fait, c'est mon ami qui était avec mes parents, c'est lui qui a pris ma mère et l'a amenée à l'hôpital. Normalement, ça devait être les policiers qui devaient appeler les pompiers, ainsi de suite, pour dire qu'il y a une personne qui est tombée, il y en a pour l'aider. Ils l'ont pas aidé, ils l'ont laissé par terre. Et tac, l'ami, il a pris ma mère et l'a amenée à l'hôpital. Pour relater, voilà, j'ai été incarcéré en 2003, ou je ne sais plus si c'est en 2003 ou en 2004. C'était au mois d'août. Parce qu'on m'a incarcéré pendant 1 mois pour caillassage. Attendez, j'ai pas fini. Pour caillassage. Donc ce jour-là, il y avait les keufs, enfin la police, ils étaient venus et tout. Et bref, des gens à qui je dis bonjour. Enfin, je revenais du boulot. J'ai dit bonjour aux gens qui se trouvaient autour de moi. Et bon, ça a commencé à caillasser. J'avais 16 ans, je crois, 16 ans. Et après, je vois les flics qui commencent à me courir après. Donc moi, par instinct, je cours. Je cours pareil et tout. Tac, je cours et bon, je me fais attraper avec une autre personne. Donc je me fais attraper et tout. Arrivé au commissariat, on me dit, on m'accuse d'avoir caillassé les forces de l'ordre. Donc moi qui niais, je niais, donc je niais les faits. Après, sous la pression, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai dit bon, ok, d'accord, c'est moi. Parce que je pensais que si je disais que c'était moi, ils allaient me lâcher. En fin de compte, non, ils ont fait un exemple. Maintenant, les choses sont passées, j'ai évolué, et puis voilà. Ça reste du passé pour moi. Mais bon.
sais que tu vis des émulations dans plein de secteurs d'activité, si même dans le loisir, dans ce qui est du loisir, quoi. Ça veut dire que tu es là pour t'amuser et échanger avec les gens, etc. C'est pratiquement les seuls endroits où tu es censé pas être jugé sur ta couleur de peau ou sur ton origine, etc. Même là, tu vois, ça bloque. Donc à un moment donné, tu arrives à te dire, il faut que ça explose, quelque part. C'est-à-dire que tu as beau être posé, moi je suis posé dans la vie de tous les jours, etc. Des fois t'exploses, parce que c'est trop. C'est trop, quand ça monte de l'intérieur, tu as une boule à l'intérieur, de la boule de l'humiliation. Ce que je peux reprocher, c'est pas un reproche, tu vois, par exemple, à Martin Luther King, c'est son manque de fermeté, tu vois. Je sais bien que dans la vie, il faut combattre par ses idées, tu vois. Mais à un moment donné, il faut taper le poing sur la table pour que les gens y comprennent. Parce que c'est comme tu es dans une classe avec des enfants de 6 ans qui font du bruit, si tu tapes pas sur la table, il n'y a personne qui va t'écouter, tu vois. Sur les émeutes de 2005, pour moi, les jeunes avaient besoin... c'était la reconnaissance, je pense. On dit en 2005, les jeunes qui ont fait ça, enfin, véritablement, c'est souvent les jeunes issus de l'immigration. On dit les banlieues. Quand on dit les banlieues, c'est ça. C'est parce que ces jeunes-là, ils étaient exclus de la société. Moi, je suis dans un secteur 13-25 ans. Donc, de 13 à 25 ans, tu as vu, c'est vachement large. Les gamins, quand ils passent de 9 à 12 ans, où ils sont un petit peu les caïds, quand ils arrivent chez nous, c'est plus les caïds. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu es l'agresseur et à un moment donné, tu es l'agressé. Ils ont cassé les maisons, ils ont cassé les voitures à des gens innocents qui n'ont rien à voir avec l'histoire. C'est pas normal. Que moi, je garde ma voiture, que quelqu'un casse, dire voilà, je suis contre l'État, je suis contre la société, qu'il casse ma voiture, que je trouve que c'est pas une solution. Ça a éclaté parce que voilà, il y avait un ras-le-bol et qu'il n'était pas reconnu. À force qu'on garde ça en nous, il y a un jour, ça peut sortir, et puis voilà, il faut savoir se contrôler en fait, quoi. C'est ça. Maintenant, on en a marre de chercher du boulot. On en a marre, on arrive à un stade où on en a marre. On veut tout cramer, où on veut faire des trucs de ouf. C'est la merde, on est prêt à faire des trucs de dingue, des trucs imaginables. C'est quoi? C'est à cause de qui? C'est à cause de la société. C'est facile de révolter contre la société après. Parce qu'on est exclu. Donc après, on dit que c'est la faute de la société. Donc on casse tout, on brûle tout. Bon, c'est pas une raison, mais c'est leurs idées. On leur avait dit que ça servait à rien, mais pour eux, c'est la seule solution. Moi, je comprends, franchement. Soit les gens me reconnaissent comme je suis. S'ils veulent me donner une étiquette, eh ben, je vais répondre avec l'étiquette qu'ils me donnent. On va bâillonner les gens encore. La violence ne range pas les choses, c'est comme ça, j'ai dit depuis au début. Mais aussi, il faut que les autorités sachent que les jeunes, que les enfants sont l'avenir du pays. Que tout le monde, l'exclusion ne range pas aussi les choses. C'est un amalgame, tout dans le même sac. Donc, ramène-moi du chaf, donne-moi un diplôme, donne-moi une bosse carrétée, tu vas voir après si je vais brûler des voitures. Au contraire, un père qui est raciste, son fils, il va être raciste automatiquement. Moi, je pense que c'est les mentalités qui ont du mal à bouger. J'entendais Madame Morano, avec tout le respect que j'ai pour cette dame, il n'est pas bien large, mais elle disait, regardez, M. Sarkozy, quelle ouverture dans son gouvernement, il y a des gens issus de l'immigration. Déjà, à partir du moment où tu cibles les gens, il n'y a plus d'ouverture. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si moi, ça ressemble à un zoo, tu vois. Tu peux pas, un être humain, c'est un être humain. À partir du moment où tu cibles et tu dis, ouais, voilà, il est issu de tel endroit, on ne se pose pas la question de savoir d'où Madame Morano vient. On s'en fout, on sait qu'elle est là, elle est française. Tu sais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat, tu vois. Tu sois vert ou truc, le résultat, c'est que demain, ma mère, elle mange mieux et qu'elle se casse moins le dos. C'est ça, moi, le résultat, c'est que moi, je puisse avoir un taf convenable pour pouvoir avoir une famille. Ça m'intéresse. Et qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'on a besoin comme ça, ou que certains ont besoin de désigner un peu un bouc émissaire? Celui qui serait à l'origine de tous les problèmes. Peut-être pour se rassurer.
Tu penses que ces personnes-là, elles ne sont pas rassurées? Je pense qu'elles ont besoin de toute manière de trouver, de dire que c'est la faute de quelqu'un si dans la société il y a des choses qui se passent mal. Je pense que c'est oui, besoin de se rassurer, de se dire que ça peut pas venir de moi, quoi. Ils disent voilà, les Arabes des Noirs, ils habitent dans des banlieues, c'est des délinquants. C'est pas vrai, il y en a qui réussissent. Maintenant, c'est clair que quand un gamin, que ce soit un black ou un petit rebeu, ils font des conneries, bah ça se voit plus que si c'est un blanc. Dans les prisons françaises, il n'y a pas que des blacks et des rebeux, même s'il y en a beaucoup. Il n'y a pas que de ça. Moi, les quartiers, j'en avais une vision presque de peur. Enfin, je me serais jamais aventurée dans un quartier toute seule. Dans mon travail, j'ai pas à juger sur ma couleur de peau. Dans la vie de tous les jours, quand je passe à une caisse, etc., j'ai pas à juger sur ma couleur de peau. Tu vois ce que je veux dire? Je dois être jugé sur ce que je fais, ce que je donne, etc., etc. C'est vrai que c'est le fait de travailler avec des jeunes, d'apprendre à les connaître. J'ai complètement changé de point de vue. Je me suis dit effectivement, pourquoi avoir peur d'eux? Enfin, c'est bête. Nous, le secteur sur lequel on travaille, les gamins qui arrivent, on voit qu'ils ont les mêmes problématiques que les gamins qu'on avait il y a 20 ans. Donc ça veut dire que le travail n'est pas fait depuis la base. Ça veut dire que ce soit au niveau des écoles, au niveau de la relation ou des choses à mettre en place avec les parents, etc. Il y a des graves problèmes. Maintenant, il faut faire évoluer les choses et ce n'est pas une personne qui fait évoluer. C'est un système qui fait que tout le monde vise dans la même direction, etc. Et ça, c'est compliqué. Au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Moi, je ne me sens pas représenté par la politique d'aujourd'hui. Même si la ville de Saint-Jean, où je suis, fait beaucoup de choses pour les jeunes, je pense que je ne suis pas assez représenté. Il manque un peu de jeunesse dans la politique et de la ville, et de diversité. Si vous voyez les noms de famille, à part Tony Bellaoussine, qui a une consonance un peu arabo-andalouse, on va dire. Il n'y a pas de diversité, quoi. Nous, on est censé travailler pour les jeunes. Moi, mon objectif, c'est pas je travaille pour la mairie ou l'autre ou l'autre. Moi, je travaille pour les publics. Donc moi, dans ma tête, j'ai pas de couleur, j'ai pas de drapeau, j'ai rien. Je veux juste travailler pour mon public. Et on se retrouve dans une réunion avec des collègues des collègues entre guillemets, puisque c'est la mission locale. Donc c'est des personnes qui sont là pour essayer d'aider les gens comme nous. Donc on a le même objectif. Sauf qu'à un moment donné, on se retrouve on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas le même fonctionnement, on n'a pas les mêmes codes. Nos codes ne sont pas différents de leurs codes, sauf que nous, on est plus en direct avec les jeunes, et donc on ressent plus la pression qu'ils peuvent nous donner. Les fonctionnaires de la mairie, ou quoi, les fonctionnaires, 4h30, plus personne dans les bureaux. Et on rappelait qui? Tiens, il y a le gars du quartier là-haut, lui, à mon avis, c'est bon. Les buts, tiens, c'est aussi un mec du quartier, bon, tac, c'est un mec du quartier. Eux, à mon avis, ils bosseraient jusqu'à 22h, je suis sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que. C'est clair, quand tu es dans ton bureau en ville, tu ressens pas la pression. Nous, la pression, on la ressent parce qu'on voit que ces gamins-là, ils ont vraiment besoin d'avoir du travail. Ils ont vraiment besoin de sortir du quartier, ils ont vraiment besoin d'essayer de voir autre chose. Sauf que tu as des gens en face qui te disent « Ouais, mais tu as une casquette, ouais, mais tu as des baskets. » Mais ça, on s'en fout. Quand tu vas travailler sur le chantier, tu viens pas en costard pour venir travailler sur le chantier. Donc ça, ces codes-là, ils sont... je sais pas, c'est un délire qui se tape. Tu estimes que les gens pensent que tu n'as pas de vie? J'espère pour eux qu'ils s'imaginent que j'ai une vie, parce que bon, ce serait aberrant de croire qu'on n'a pas de vie, et que ce serait égoïste de croire que les autres, ils n'ont pas de vie, donc on va dire aux autres de faire le sale boulot, entre guillemets. L'État fait semblant de faire des associations, de faire des trucs, mais il n'y a pas de résultat. Toi, tu vois pas le... Je vois aucun résultat. Je vois M. Sarkozy, écoutez, on va faire le CV anonyme. Il sert à quoi le CV anonyme? Il sert à rien du tout. Après, quand je vais dans l'entretien, ça va changer quelque chose. Il faut mettre de la diversité. Donc il y a des gens qui sont au pouvoir depuis beaucoup trop longtemps. Donc la représentation qu'on peut avoir de certains politiques qui ont tous les cheveux blancs, etc., ça va 5 minutes. J'ai des idées, on a tous des idées. Le truc, c'est laisse-moi la chance de te dire ce que je pense. Et quand je te parle, écoute-moi. Parce que c'est ça le plus dur. C'est dans l'échange. C'est bien l'échange. Mais à un moment donné, il faut écouter l'autre.
et c'est là que ça baisse. Une entreprise qui s'installe dans une ville, il faut qu'elle prenne 5% d'handicapés et 5% de personnes étrangères en difficulté. Pourquoi 5%, 5%? Ça fait 10%. Non, mais ça fait que ça vient d'eux-mêmes. Ça va bien d'eux-mêmes. Ça fait que l'entreprise, elle est obligée. L'entreprise, elle dit, putain, merde, je suis obligé de prendre 2 Noirs et 2 Arabes, et je suis obligé de prendre 3 handicapés, parce que sinon l'État va me sanctionner. C'est pas normal. Donc après, tu te rends compte que les gens, le problème qu'ils ont avec les jeunes, ils te le reportent sur toi. Parce que toi, tu es d'origine X ou Y, et que tu n'es pas légitime pour eux. Et c'est surtout ça qui est dur, c'est que tu te sens illégitime. C'est-à-dire que tu passes des caps, etc., tu évolues, tu grandis, etc. Et ça va arriver à plein de gamins, quoi. C'est-à-dire que nous, on a des gamins qui se disent ouais, j'ai envie d'être coiffeur, j'ai envie d'être vendeur. Mais t'as envie de leur dire, mais t'as pas la tête qu'il faut. C'est pas moi qui estime qu'il a pas la tête qu'il faut, c'est la société qui fait qu'il a pas la tête qu'il faut. Ça veut dire que tu l'envoies au casse-pipe quelque part. Pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça n'existe pas, ce type de... Mettre des lois. Mais il y a déjà des lois contre le racisme. Les appliquer. Comme une personne qui se construit en passant des étapes et des diplômes, etc., à un moment donné, si tu ne te donnes pas les moyens d'avoir ton diplôme, t'as pas ton diplôme, donc tu redoubles. Donc tu refais une année. Là, j'ai l'impression que ça fait un bout de temps qu'on refait des années, quoi. Parce que les chiffres, on les a, les problématiques, on les a, les solutions, il y en a quelques-unes. Il n'y a pas grand-chose à inventer. Maintenant, on va voir ce que les politiques mettent en place. Parce que c'est pas à nous de réfléchir, non. Puisque eux, ils nous laissent pas la place pour réfléchir avec eux. À part le fait de mettre dans la boîte aux lettres, quoi. De mettre le petit papier, mais sinon, c'est pas nous qui réfléchissons. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression qu'on me demande mon avis. Puis quand on me le demande, j'ai pas l'impression qu'on le retient. Donc voilà. Le tic, c'est... Laisse tomber, mon pote. Voilà, laisse tomber, nique sa mère, comme il dit mon pote. Tu vois, nique sa mère. Bip! À un moment donné, il va falloir faire des efforts pour essayer de réussir votre vie. D'accord. Vous pensez que vous allez faire quoi pour essayer de réussir votre vie? Faire des choses seul. Ça sert à rien de se dire ouais, faut que je compte sur l'État pour qu'il. Il suffit de faire un constat. T'es là, t'es à côté de ton pote. Tu vois, t'es à côté de ton pote, vous connaissez depuis longtemps. Si demain ton pote, tu lui dis vas-y, il faut que tu t'en sortes, à un moment donné, il veut rien faire. Tu vas pas attendre après lui. Toi, tu vas faire ce que tu as à faire. Donc fais ce que tu as à faire. Après, je suis d'accord qu'il fasse dénoncer, parce que c'est vrai, à un moment donné, c'est toujours les mêmes qui prennent. Mais il faut aussi se mettre dans le coin de la tête que chacun fait sa vie, tu vois. Chacun fait sa vie. J'ai appris à travailler avec eux, à aller vers eux aussi, parce que ça m'a pas été forcément évident au départ, parce que moi je savais pas non plus comment eux me percevaient. Donc ils t'aiment pas, tu vas pas les voir. Non. Tu fais comme eux, quoi. Ouais. Ils veulent pas te voir, tu vas pas les voir. Non. C'est à eux de venir te voir ou c'est à toi d'aller les voir? Je sais pas. S'ils veulent venir me voir, ils viennent me voir. Mais toi, tu penses que pour réussir à se rencontrer, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le premier pas. Ouais. Et qui va faire le premier pas? La personne qui m'aime pas, elle va faire le premier pas. Ah, c'est à elle de faire le premier pas. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'on arrête de te rejeter? Moi, je peux rien faire, moi. C'est aux autres. Chacun reste chez lui. Bon, voilà, chacun pour soi. Ça avance pas les choses. Il faut qu'on sorte, qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on se donne des idées. Et puis c'est avec ça qu'on s'avance, qu'on change de comportement. Et puis qu'on sentira qu'on n'est plus exclu. Alors, chaque fois que tu fais une connerie, on va pas juger une personne X. On va juger toute une communauté de classe sociale, d'endroits, de territoires, etc. quoi. Donc c'est de prendre conscience de ça. Ça, c'est le plus dur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais une connerie, tu sais que tu emmènes beaucoup de monde avec toi. Ceux qui, entre guillemets, victimisent les gens se remettent en question et disent que voilà, le problème il vient peut-être aussi un peu de nous. Ça sert à rien que les jeunes restent devant les portes toute la journée et jusqu'au soir. Bon, ça fait nuire les habitants, ça plaît pas à leurs parents aussi, ça fait peur. Sur ce qu'ils ont besoin. C'est déjà ceux qui peuvent, je leur dis, il faudrait déjà essayer de retourner à l'école.
ceux qui peuvent. Faut pas quitter l'école. Même si les profs ils vous traitent de moins que rien, parce que les profs ils m'ont dit ouais, dans ta vie tu finiras aux ACI, tu finiras à LPE. Faut pas écouter les profs, faut pas écouter les médias, faut pas écouter la politique. Les grands-parents ne savaient pas lire et écrire. Et ils m'ont toujours dit la première chose à faire c'est apprendre à lire et à écrire, à apprendre à maîtriser le savoir, et puis surtout toujours travailler. Et toujours faire en sorte qu'on maîtrise soi-même son propre destin. Pour répondre premièrement à ceux qui font rien, je dirais que qu'il faudrait au moins une fois dans sa vie croire en quelque chose et ce quelque chose tout y miser. Il faut écouter que ce qu'on a nous, ce qu'on a envie de faire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas écouter, faut écouter les grands, les grands comme les gens des maisons de quartier, tout ça, qui poussent à vouloir faire ce qu'on veut et à chaque fois ils sont là pour toi et c'est ça le truc. Faites ce que vous avez à faire, avancez et arrêtez de calculer ou de croire un système qui vous fait croire que voilà, vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes dans cette case ou que ceci ou que cela. Franchement, avancez. Il y a des notions de confiance en soi qui ne s'acquièrent que par le fait de faire les choses. L'expérience, le vécu. Et puis aussi le fait de s'apercevoir qu'à un moment donné, commettre l'erreur, c'est pas si dramatique que ça. J'ai vécu ça, et essayer de relativiser par rapport à ça. Donc je pense que c'est plus à nous maintenant de faire le travail. Les politiciens ils vont faire leur boulot de commerce, ils vont vendre leurs idées, leurs trucs, et nous après ça sera à nous de juger et de mettre au pouvoir entre guillemets, la personne qui nous représentera le plus. Moi, je suis né en France, il y a une cité française, et j'aimerais qu'on respecte comme français. Toi, c'est toi qui ne te sens pas français ou c'est les gens qui ne voient pas français? C'est les gens. Qu'on m'aide à l'école. Qu'on t'aide à l'école. Pour plus tard réussir mes études, aller dans un lycée, et même faire un BTS ou un DUT comme ça. Pour renouveler, il faut essayer d'écouter un petit peu ceux qui sont un petit peu sur le terrain, parce qu'ils ont des choses à dire. Il faut faire évoluer un certain nombre de choses parce qu'on est un petit peu dans des carcans, que ce soit administratifs ou de courants de pensée. Donc il faut essayer de faire évoluer ça, et pour faire évoluer ça, il n'y a qu'une personne. C'est celui qui est en haut, quoi. Donc voilà, quoi. Moi je sais que ça doit être compliqué d'être maire. T'as 15 000 personnes qui viennent te saouler pour t'expliquer ça, et on a tous des problèmes, etc. Après, c'est les personnes qui sont autour de lui. Est-ce qu'il a des personnes qui ont assez les épaules pour pouvoir prendre une petite charge de la somme de travail qu'il a, des choses comme ça, quoi. Moi je pense que c'est vraiment impossible de changer les mentalités du jour au lendemain. Je pense que ça se fait sur plusieurs générations et qu'il faut qu'on mette en place un travail vraiment strict et tout, mais qui se fasse vraiment sur 10, 15 ans, 20 ans et de la même manière. Mais je pense pas que ça va se faire, quoi. J'ai l'impression que le truc qu'on cherche, on sait pas ce que c'est, mais j'ai l'impression que c'est inaccessible. Tu penses qu'ils ont besoin de quoi en premier? Ils ont besoin d'être boostés un petit peu par d'autres encadrements, même par exemple les maisons de quartier, la mairie peuvent les aider, quoi. Il faut juste leur donner les moyens de réussir et après je pense que ça ira mieux, en fait. Faut jamais laisser tomber. Et heureusement d'ailleurs, parce que imaginez si toutes les générations, quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, si tout le monde avait dû se résigner et ne pas se battre, on n'aurait jamais avancé. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays où, malgré toutes les difficultés, un certain nombre de valeurs fondamentales sont quand même assez respectées. Et moi, je me bats avec cette municipalité pour que des valeurs qui nous sont chères, qui sont l'égalité, et qui sont l'égalité des chances, la solidarité, la justice et le respect des uns et des autres soient mises en œuvre. La ville ne peut pas tout résoudre, elle ne peut pas résoudre tous les problèmes. Comme le disait le maire, il faut donner du temps aussi aux choses pour qu'elles se réalisent. La transformation qui est en train de se faire sur le quartier, l'idée nous en est venue il y a déjà plusieurs années, quoi. Et on s'aperçoit qu'il faut énormément de temps, de patience, de pouvoir de conviction aussi, hein, quand on s'adresse à aux partenaires que sont les autres collectivités territoriales ou à l'État, etc., pour arriver à convaincre, à débloquer les financements. Donc on comprend très bien évidemment cette impatience. Et puis il y a des choses auxquelles
on peut pas répondre, quoi, tout simplement parce que les demandes ne sont pas obligatoirement justifiées non plus. Tout n'est pas justifié. Il y a un truc qui est clair, c'est que c'est pas aux gamins des quartiers de donner l'exemple. C'est aux personnes qui ont du pouvoir, etc., de donner l'exemple, aux parents, etc., etc. Et après, on demandera de donner l'exemple aux gamins. Le truc, c'est qu'on met sur le même niveau les gamins qui font des conneries et les policiers, les gamins qui font des conneries et les parents, les gamins qui font des conneries et les politiques. Et c'est ça le problème. C'est le politique qui doit donner l'exemple. C'est les parents qui doivent donner l'exemple. Si les parents, les politiques, etc. ne donnent pas l'exemple, c'est pas les gamins qui vont donner l'exemple. Aujourd'hui, on ne demande pas beaucoup. On veut juste un boulot, c'est tout. Ma vie, une opération dangereuse à cœur ouvert. Triste est l'aspiration, mon père a trop souffert. L'enfer devient banal, entre frères on se fait du mal. Et c'est la même misère du Maroc au Sénégal. On m'a dit continue, car un jour ça vaudra le coup. Je trace ma route pieds nus, partout par terre y'a des clous. Donc Indec, mon ami, on sait jamais ce qui nous arrive. La joie on me l'a pas mise, car souvent la misère m'arrive. On peut se faire salir, on peut se faire haïr, on peut se faire mourir en tombant dans la mauvaise rive. Et merde on dort pas, car nos réseaux c'est du bénéfice. La mère ne dort pas, tant qu'à la maison y'a pas tous ses fils. J'ai le cœur fermé, relation amicale ou pas. L'amour m'a berné et je sais pas, elle me traque pas. Un cœur noir, sombre comme nos sons. Sahraoui ou Ma, c'est la haine que nous chassons. Quand tu vois Lucie chez toi, le policier faire la hagra. À nos frères Hamza Renoir, la France et toi ça fait trois. On a le cœur fermé pour nos frères clandestins qu'on a rapatriés. Pas besoin d'un dessin, on a le cœur blessé. Donc on le ferme sans pansement, on pourra pas se baisser. Pour que je la mette tranquillement, on croirait des animaux dans une ferme. On a le cœur ouvert, ils voudraient qu'on la ferme. On vit dans la banlieue, bah ouais c'est laborieux. Alors aide-nous, génération des nœuds. Toujours une pensée pour les frères coincés. L'état français nous aime pas, on le sait. Et on est roncé dans leur putain de fossé. On a la peau foncée, ils veulent nous défoncer. Il faut que nous offenser, il faut que nous enfoncer. On se fait pour chasser, on est armé pour chasser. Le keuf ça c'est les petits sensés. Trop d'argent sale, faudrait se rincer. J'ai vu toutes les galères imprimées sur ma destinée. J'ai vu toutes ces misères que j'avais tant sous-estimées. La vie c'est violent, quand le cache est au volant. La gloire est trop lente, en plus t'as beaucoup de talent. On n'arrive pas à s'insérer, dans l'âge je te kiffe, je t'aime et kiss. La joie veut pas me serrer, pourtant on a beaucoup de vices. C'est pour tous mes Sahlaouis, c'est pour tous mes poulards. Pour ceux qu'on finit très tôt là. T'as vu mon rouilla, c'est la même que chez toi. On est en Hesse et on déhesse ceux qui jouent les restas. Moi je suis pas venu pour blaguer, parler de guns, de te braquer. Je te parle d'écrits que je décris, dans les écrits j'ai craqué. Car ça ne cesse d'embarquer, nos frères qui vont au parquet. Dans la porte du bonheur j'aimerais toquer. Ok, y'a des buts dans ce beat, trop chaud pour me faire la bise. Faut se repentir, faudrait que je m'en tire. Je vais pas te mentir, je dis pas que je tire. On trace notre route sans regarder, on trace notre chemin. Le son des ghettos, you, tu sais pas ce que je vis chez moi. Les prolétaires c'est nous et c'est relou. Ouais, les prolétaires c'est nous et c'est peu doux. Eh wallah y'a trop de faux, et puis trop d'infos. Je te passe l'info, eh mais vas-y l'info. Cet album c'est jamais 203. Et d'art tu vois, c'est jamais 203. C'est jamais 203.